Mardi 12 décembre 2017, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre nouveau numéro de ce magazine Le Point qui reçoit ce soir pour vous, mesdames, messieurs, monsieur Tony Elo. Il est secrétaire général adjoint du parti Liberté, un parti du centre, parti cher au député national Germain Kambinga. Bienvenue, monsieur Elo. Merci. Liberté avait prévu quelques manifestations à la fin du mois de novembre. Mais finalement, ça n'a plus lieu. Pourquoi? D'abord, je voudrais rectifier, ce n'est pas Liberté, mais c'est le centre. C'est le centre qui avait prévu la marche blanche au 1er décembre. Et nous avions déjà écrit à l'autorité urbaine, nous avions d'abord annoncé cette marche depuis la conclusion de notre conclave, qui s'était tenue en octobre au courant de cette année. Puis nous avions saisi officiellement l'autorité urbaine pour faire part, informer de cette marche-là. Et nous étions en train de nous préparer, comme vous aviez vu. Ce qui s'est passé, c'est simplement nous avons été les victimes de cet antagonisme, de ce conflit qu'il y a eu entre majorité et opposition, cette guerre de date, cette guerre de marche. Et finalement, le centre a été une des victimes expiatoires de ce combat-là inutile. Et qu'est-ce que vous vous dites, l'autorité est en train d'étouffer les libertés d'expression des gens? Je pense qu'essentiellement, la Constitution a déjà tout dit. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, mais nous sommes dans un régime d'information. Et il est important de revenir sur ce principe qui est une des valeurs primordiale de notre démocratie et même de l'exercice des droits des uns et des autres, des citoyens, je voudrais dire. Mais maintenant, dans le cadre politique actuel, nous sommes certes dans une situation où le climat est devenu de plus en plus délétère. Vous voyez les appels à manifestation qui peuvent être aussi assimilés à des appels à l'insurrection. Nous voyons également des possibilités de mouvements dans les rues. Il faut aujourd'hui décrisper l'espace politique pour laisser vivre ce genre de manifestation. Parce que c'est ça notre démocratie. Mais il est vrai, et ça nous devons également le reconnaître, qu'il y a une telle tension qu'il faudrait s'assurer que toutes les dispositions soient prises pour que les manifestations ne tournent pas à des règlements de compte entre les camps. Pour le cas de la manifestation ou de la marche du centre, est-ce que toutes les dispositions n'étaient pas prises pour qu'à la fin, qu'on vous dise non, vous n'allez plus marcher? Et évidemment, nous avions saisi déjà l'autorité urbaine très tôt. Nous avions déjà, nous, à notre niveau, organisé tous les éléments, que ce soit logistique ou même les différents points de rencontre, toutes ces informations et même les objectifs de cette marche avaient été transmis à l'autorité urbaine. Donc nous avions eu le temps, et nous et eux également, de discuter sur notre marche. Mais nous sommes, comme vous, étonnés de voir que face à ces élans belliqueux à la fois de la majorité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une guerre de date, telle qui fixe au 28 et telle qui fixe au 28, puis on décale de telle et ainsi de suite. Donc c'est tout ça qui a été la preuve, si je pourrais dire même la preuve par 9 des thèses du centre. C'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui faire la politique de l'autruche, donner l'impression que tout va bien, alors que le mois de décembre ou le mois de novembre nous a donné ainsi l'épilogue de tout un conflit à cause des dates, à cause des manifestations. Et que faire alors pour éviter tout ça? La solution, elle est simple et c'est celle que le centre est en train de dire. Nous disons aujourd'hui que face à la situation politique actuelle, il faut que tous les acteurs politiques se retrouvent autour d'une table ronde. Ce que hier, le Parti Liberté était en train de parler de dialogue, aujourd'hui, comme centre, nous parlons de table ronde. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est la voie royale pour à la fois décrisper l'espace politique, mais aussi et surtout nous permettre de préparer les bonnes élections, mais aussi de répondre aux besoins du social des Congolais et répondre aux urgences économiques. Donc pour nous, nous disons qu'il faut un cadre que nous appelons la table ronde, qui serait ainsi cet espace qui permettrait à la fois de résoudre la crise et la tension politique actuelle, de rencontrer les questions du social des Congolais, mais aussi de nous aider à préparer les bonnes élections. Parce que sans cela, il serait réellement illusoire, je dirais même utopique, de croire que tout peut se passer sans que les acteurs politiques majeurs se mettent autour d'une table afin d'envisager l'avenir de ce pays que nous aimons. Mais monsieur Lo, table ronde, on a déjà un calendrier. On parle de décembre 2018 avec la présidentielle, les législatives nationales et provinciales. Et aujourd'hui, est-ce que l'idée de la table ronde n'est pas inopportune? Non, elle n'est pas inopportune. Chaque jour, nous avons raison de plus en plus. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, vous avez un calendrier électoral, mais
ce calendrier est associé à plusieurs contraintes. Et parmi les contraintes majeures, il y a notamment la contrainte financière et la contrainte logistique, que si elle n'est pas abordée, il est aujourd'hui un mensonge, il serait un mensonge de dire nous aurons les élections au 23 décembre 2018 si nous n'avons pas déjà l'assurance que nous ayons les moyens pour organiser ces élections. Donc nous disons, regardons-nous en face, arrêtons cette machine à perdre le temps, arrêtons de dire à nos concitoyens que tout va bien, arrêtons de donner l'impression que tout est bien géré, alors que chaque jour, les Congolais sont en train de voir leur pouvoir d'achat s'affaiblir. Chaque jour, les Congolais sont dans des tensions politiques, des tensions sociales. Il suffit juste qu'un parti politique annonce une marche pour qu'il y ait ville morte, pour que les Congolais soient terrés chez eux. On ne peut pas continuer comme ça. Et ça, c'est le message que le centre est en train de porter. Et nous disons que pour aujourd'hui nous rassurer que nous ayons des bonnes élections, il faut qu'il y ait une table ronde qui puisse aplanir et les tensions politiques et nous permettre de les points à l'ordre les du jour de cette table ronde, à part le financement des élections. Pour nous, nous l'avions dit, il faudrait, mettre en œuvre les mesures de décrispation politique, chose qui est essentielle. Dans ces mesures de décrispation politique, il faudrait aborder la question notamment des dédoublements des partis politiques, l'emprisonnement des prisonniers politiques, aujourd'hui aussi la question des sanctions des autorités congolaises, par l'Union européenne, les États-Unis, qui doivent également être abordés autour de cette table. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est celui même du calendrier électoral, la préparation des élections. De se dire aujourd'hui, nous avons un calendrier, il y a des avis, il y a des considérations qui peuvent être prises en compte. Il y a aujourd'hui à la fois sur les séquences des élections, sur aujourd'hui les priorités qu'il faut donner à telle ou telle autre élection. Il y a aujourd'hui des questions qui sont posées qu'il faudrait aussi aborder. Bien évidemment, le centre ne remet pas en cause le calendrier électoral, mais le centre pense que nous pouvons faire des ajustements qui seraient essentiels, évidemment, à ce calendrier et répondre aux différentes contraintes qui ont été également évoquées. Et nous disons que la contrainte majeure, c'est d'abord le financement de ces élections. Comment allons-nous organiser ces élections ? Où allons-nous trouver les fameux, hier c'était 1,3 milliard de dollars, mais aujourd'hui on nous parle de 500 millions de dollars grâce à la machine à voter, grâce à certaines solutions nouvelles que la CENI est en train de soumettre. Mais nous disons, même si c'est 500 millions, ça viendra d'où? Qui payera? Ça vient, on nous a dit, il y a la loi budgétaire, le budget est là, le budget devrait nous permettre de pouvoir prendre ça en charge, mais lorsque nous rappelons que le gouvernement a eu à faire passer la loi des redditions des comptes. Nous avons vu le taux d'application de ce budget. Le doute est légitime. Donc vous serez d'accord avec moi qu'il faudrait trouver de l'argent ailleurs pour financer ces élections. Voilà, et l'autre aspect, vous avez parlé de la décrispation, vous avez parlé du calendrier, l'autre aspect? Nous avons également parlé de la question du social des Congolais. C'est de voir quelles seront les mesures urgentes à prendre, notamment pour sauver des emplois, parce que vous savez comme moi qu'il y a des emplois aujourd'hui, il y a des grandes entreprises qui sont en train de fermer, il y a des menaces un peu partout à cause de la morosité du climat politique qui a une conséquence directe sur le climat économique. Il y a aujourd'hui de mesures urgentes qu'il faudrait prendre et pour ce faire, il faut qu'il y ait un gouvernement qui ait la légitimité et l'autorité nécessaire pour prendre à bout le corps ces différentes questions qui ne peuvent plus attendre. Les Congolais peuvent perdre leur emploi. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat ne fait que chuter. Aujourd'hui, la population, les entreprises sont dans une ultra-fiscalité qui aujourd'hui tue l'entrepreneuriat au niveau de la RDC. Donc, d'une certaine manière, il faut rapidement mettre en œuvre un gouvernement qui ait l'autorité et également la légitimité nécessaire pour mettre en œuvre des mesures rapides et urgentes dans le domaine du social. Voilà, nous allons commencer par la décrispation. Vous parlez de dédoublement de partis politiques, mais déjà voir le travail qu'a le CNSA, le Conseil national du suivi de l'accord, il y a une évolution. Il y a même le gouvernement qui a promis au CNSA de lui donner la liste des partis politiques reconnus par l'État. Vous ne trouvez pas que cette question est déjà en voie d'être résolue? Monsieur Mboma, vous savez, le CNSA est né comment? Le CNSA est né, comme le gouvernement actuel, est né d'une contestation. Le comité, le bureau de ce CNSA-là, il y a une réelle crise de légitimité des acteurs aujourd'hui qui animent cette institution. Une grande frange de la classe politique a carrément aujourd'hui ne reconnaît même pas l'autorité de ce bureau-là parce que pour eux, il est né d'une crise
au sein d'une certaine famille politique. Mais il n'y a jamais eu aussi unanimité. Hein, il n'y a pas unanimité, mais il faut faire attention au consensus. Le CENSA est l'organe qui doit nous permettre d'avoir un équilibre institutionnel qui nous permettrait d'avoir des élections dans les voies les plus apaisées. Mais cet organe qui doit nous permettre d'aller dans des élections apaisées, cet organe qui doit nous permettre de créer le minimum de consensus nécessaire pour éviter des contestations à la suite des élections, parce que c'est une chose d'organiser les élections, c'est une autre de gérer la période après la publication des élections. Nous nous rappelons de triste mémoire les différents événements de 2007, de 2011 ici à Kinshasa. Donc le CENSA avait été pensé comme étant cet arbitre-là qui pourrait ainsi permettre à ce que la CENI puisse trouver un chemin assez libre et direct avec les différents acteurs politiques. Mais déjà aujourd'hui, vu que la CENSA est considérée comme étant une branche de contestation, une branche à problème, elle perd tout son sens, elle perd toute son utilité, ça ne nous sert carrément à rien. Il faut aujourd'hui revoir, voilà pourquoi le centre avait fait une proposition très claire, qu'il faudrait revoir rapidement la composition du CENSA, revoir également la composition et même les différents animateurs au niveau du gouvernement. Quand bien même que le CENSA a promis la liste des prisonniers politiques qui doivent sortir bientôt, là, il a promis ça dernièrement. Donc, quand bien même ça... son travail est bâclé parce qu'il est issu des contestations. Vous savez, le CENSA ne peut pas faire un monologue, dans le sens où ne parler qu'à lui-même, ne parler qu'à la majorité et oublier une certaine frange importante de l'opposition et les autres qui sont à l'extérieur du processus politique. Parce que ces personnes qui sont aujourd'hui frappées sur cette question de liberté suite à des emprisonnements dits politiques, ce sont essentiellement des personnes... Vous faites allusion à qui exactement quand vous parlez des prisonniers politiques? Il y a aujourd'hui une liste que vous et moi nous connaissons, qui avait été déjà produite par la SENCO, qui avait aidé même lors des différentes discussions de l'accord de la Sainte-Sylvestre, qui notamment avait piloté. Nous l'avions dit, il y a en RDC des questions qui doivent être abordées sur ce sens-là. Nous, à l'époque, nous étions en train de demander le retour des personnes, notamment Moïse Katumbi, nous l'avions dit, et il y a tant d'autres aujourd'hui dans les prisons. Il faut se référer aujourd'hui au rapport qu'avait fait la SENCO pour nous permettre de faire une étude et de voir clairement avec l'autorité exécutive qui devrait bénéficier très rapidement de ces mesures de décrispation politique. Au cas où Moïse Katumbi, là, le CENSA réussissait à faire revenir Moïse Katumbi, à faire sortir Diomi Ndongala et tout le monde que je salue d'ailleurs, vous serez d'accord avec le travail abattu par cette institution d'appui à la démocratie? Non, nous ne voulons pas perdre du temps. Il aura fallu combien de temps pour s'installer? Aujourd'hui, ils n'ont même pas de loi organique. Elle est encore aux différents niveaux du Sénat. Oui, aux différents niveaux. Vous l'avez dit, au niveau du Sénat. Aujourd'hui, qu'elle s'informe sur les différentes questions, oui, mais les élections, c'est dans combien? Dans un mois. Il faut faire avancer les choses. Est-ce que cette CENSA aujourd'hui a la légitimité nécessaire pour parler aux autres camps? Elle ne parle qu'au gouvernement, elle ne parle qu'à la majorité, elle ne parle qu'à une petite portion de l'opposition qui est déjà membre du gouvernement. Aurait-elle aujourd'hui la légitimité pour faire des propositions directes à cette autre frange de l'opposition? Je parle notamment du Rassemblement. Je dis non. Ou à l'UDPS, je dis non. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas à la personne, aux différents animateurs de cette CENSA, la légitimité nécessaire pour leur permettre de créer le consensus. Et c'est un problème. Et il faut l'aborder. Il ne faut pas faire la politique. Mais le fait de l'aborder, ça va encore repousser les élections? Nullement. Nous pouvons faire ça très vite. Et vous savez combien de temps ça a pris pour mettre en place ce conseil? Mais oui, je suis d'accord avec vous, mais nous ne pouvons pas avoir un conseil qui ne nous serve à rien, c'est ce que nous disons. À quoi nous servirait aujourd'hui d'avoir un conseil qui n'a pas la légitimité nécessaire pour arbitrer les conflits éventuels, pour déjà mettre les uns et les autres autour d'une table? Le CENSA est le miroir même du consensus qui a été voulu au niveau de l'accord de la SENCO. Donc il ne faut pas aujourd'hui torpiller tout le travail qui avait été fait. Il faut un minimum de consensus et ce consensus part aujourd'hui par une révision même des différents membres qui composent ce CENSA. Et nous disons que cette question devrait être abordée autour de la table ronde. Oui, parlons des sanctions de l'Union optionalité de la RDC. Mais le gouvernement déjà y travaille, non? Dernièrement, le vice-premier ministre a plaidé même à Abidjan, au sommet UE Afrique, tout ça. Mais ce point vient faire quoi dans votre dispositif
du table ronde? Nous disons que c'est même des préalables à la table ronde. Pourquoi? Parce que ce sont des mesures de décrispation qui permettront aux acteurs de se mettre autour d'une table. Nous disons même avant la convocation, il faudrait libérer les prisonniers politiques et il faudrait aujourd'hui faire un lobbying pour lever également les sanctions qui pèsent sur les autorités. Le gouvernement, il travaille déjà. Non. Il y a même un avocat au niveau de l'Union européenne qui s'en occupe. Comprenez notre démarche. Nous ne sommes pas là pour dire tel aspect, nous nous l'approprions. Ce n'est pas notre démarche. Notre démarche est celle de dire ce qui ne va pas et de proposer les solutions qui nous permettront d'avancer positivement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Que le gouvernement aujourd'hui soit en train de travailler via le ministère des Affaires étrangères, nous disons bravo, nous continuons, nous ne le faisons pas pour, je dirais, pour encenser le gouvernement, mais parce que nous croyons que cet élément est essentiel aujourd'hui pour apporter une mesure de décrispation qui permettrait ainsi que notre table ronde ne puisse pas souffrir des positions extrémistes. Parce que les sanctions, le rôle des sanctions, évidemment, il y a un rôle de pression qu'il faudrait mettre. Mais malheureusement, généralement, les sanctions rendent plus extrémisent les différentes positions, chose qu'il faudrait à ce stade aujourd'hui éviter. Nous disons, il faut libérer les prisonniers politiques et aussi il faut lever les sanctions qui aujourd'hui frappent directement certaines autorités congolaises. On a un calendrier qui fixe 3 scrutins au 23 décembre, mais le centre souhaite assez qu'on puisse encore revoir la séquence des élections. Non, il y avait différentes questions qui avaient été posées sur ça. Nous disons essentiellement, bien que ce ne soit pas une position que nous présenterons directement sur la table, mais nous avons eu, vous avez suivi les différents commentaires ou les calendriers parallèles qui ont été présentés devant la presse. Nous disons qu'il y a des questions, qui doivent être répondues. Il y a des interrogations, notamment sur l'opportunité des différentes séquences telles qu'elles sont présentées. Et cela mérite bien que cela soit discuté. Il y a évidemment un effort qui doit être fait à la fois au niveau de la CENI pour pouvoir expliquer, faire ce travail pédagogique auprès des acteurs politiques, des différentes tendances politiques, du centre, de la majorité, de l'opposition, afin de rassurer les uns et les autres sur l'opportunité, notamment de cette question sur les 3 séquences. Bien que, je voudrais ici préciser que ces 3 séquences avaient été fixées telles que au niveau de la Synco. Donc, le calendrier vient vider cela. Non, le calendrier... Il n'y a plus de débat. Non, le débat, il est toujours permis, parce que tant qu'il y a de la tension, tant qu'il y a aujourd'hui des frustrations, on ne va pas faire fi de tout cela. Il faut en discuter. Je pense que nous ne perdons rien en revoyant ou en discutant entre nous. Là, ça va nous ramener à changer ou bien à revoir la Synco, l'accord de la Synco. Ça, c'est tout un problème. Réunir ces gens qui ne s'entendent pas, tout ça, ça va encore nous amener beaucoup de temps. Mais pour nous, c'est la voie royale même pour la résolution de la crise. Ce n'est pas un rêve, là. C'est pas une utopie. Ce n'est pas une utopie. Chaque jour qui passe, nous avons aujourd'hui la confirmation des thèses que nous étions en train déjà, vous et moi, vous m'aviez invité dès juillet, je me rappelle très bien, nous avions discuté, mais aujourd'hui, est-ce que nous n'avions pas eu raison? Mais les choses ont évolué, la tension a persisté. Aujourd'hui, vous avez des emplois qui sont perdus. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de vivre dans la peur. Aujourd'hui, l'incertitude, malgré que nous avions le raison pour laquelle nous devons aller aux élections le plus tôt possible pour mettre en place un gouvernement légitime. Nous allons aller aux élections, mais comment nous allons y aller? C'est ça la question. Nous voulons tous aller aux élections. Je suis parmi les fervents défenseurs de ce principe-là, parce que je veux que nous ayons et que nous puissions avoir un gouvernement fort. Mais comment aller à ces élections? Comment on va faire pour payer ces élections? Comment on va faire pour avoir des hélicoptères, pour avoir des avions, pour aller un peu partout dans le pays, rejoindre Katakokombe ou je ne sais pas. La communauté internationale a promis de mettre la main dans la pâte. Le gouvernement a même... Vous avez des informations précises de combien est-ce que nous allons recevoir de la communauté internationale dans le climat politique actuel? Nous ne l'avons pas. Ils attendent un budget détaillé, c'est ce qu'ils disent. Ils ont dit, et encore la communauté internationale est très divisée par rapport à cette question. Vous avez la France qui en appelle à un dialogue, parce que pour eux, il faudrait que toutes les différentes tensions soient réglées autour d'un dialogue. Vous avez d'une part le FMI qui devait notamment nous aider à avoir les fonds qui pouvaient alléger la tension économique, avait recommandé à ce qu'il puisse y avoir une meilleure trajectoire économique, vous vous rappelez. Et puis vous avez la MONUSCO qui, elle, était en train d'appeler à avoir un plan de décaissement qui devrait notamment soutenir les efforts et voir quelle serait la contribution, notamment logistique, de la MONUSCO. Donc, vis-à-vis de tout ça, nous disons que tout n'est pas aussi blanc
qu'on veut nous faire croire, il y a encore des zones d'ombre qui doivent être élucidées. Parce que si nous ne les élucidons pas, il est utopique de croire que nous aurons les élections au 23 décembre. Nanga l'a dit. Il a dit très clairement qu'il y a des contraintes. Et ces contraintes, si elles ne sont pas prises en compte, sont les facteurs qui justifieront encore un autre glissement. Donc soyons cohérents. On a dit que les élections, nous allons les avoir au 31 décembre 2017 avec l'accord de la Senco. Tout le monde a dit nous allons aller aux élections. On s'est tous préparés à cela. Nous ne l'avons pas eu. Aujourd'hui, nous passons ce cap de 31 décembre 2017. Nous pensons au 23 décembre 2018. Donc si on n'arrive pas à se regarder dans les yeux, si on n'arrête pas ces positions qui sont extrémistes, ces positions inutiles qui nous feront perdre du temps, je vous assure que nous passerons également le cap du 23 décembre 2018 sans que nous ayons des élections dans ce pays. Est-ce qu'une transition sans Kabila est-il opportune aujourd'hui? Nous en avions discuté. La transition sans Kabila n'est pas constitutionnelle et nous l'avions dit très clairement. Il y a aujourd'hui des assises juridiques qui font que le président Kabila doit pouvoir conduire la transition jusqu'à l'installation de son remplaçant. Donc, à notre sens, il n'y a même pas lieu de débat. Le débat aujourd'hui, c'est de comment établir l'équilibre institutionnel nécessaire qui nous permettrait d'avoir un gouvernement qui nous serve enfin à quelque chose. Et comment vous comprenez le dernier message de la Senco, des évêques de l'Église catholique? Je pense que les évêques sont restés cohérents avec eux-mêmes. Je pense qu'il y a eu plusieurs actions à leur niveau. Ils en appellent au respect strict de l'accord de la Senco. Ils en appellent également à plus d'ouverture. Et ils en appellent aujourd'hui à une décrispation politique. Ils appellent le chef de l'État à se prononcer publiquement. Oui, parce que pour eux, d'une certaine manière, cela permettrait à baisser la tension. Vous me posez la question à moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui devrait être constitutionnel ou pas? Qu'il annonce son départ. Parce que la Constitution, mais la Constitution l'a déjà dit. Est-ce que le chef doit encore parler ou bien se prononcer? La Constitution s'est déjà prononcée. Donc à ce stade, quand on appelle les gens à une mobilisation générale le 19 décembre. Écoutez, il y a eu des mobilisations générales. Nous sommes passés en novembre, nous sommes passés en septembre. Il y a toujours ces événements qui malheureusement se finissent toujours par la même façon. Les Quinois ont peur de sortir, les Louchois ont peur de sortir, ainsi de suite. Ce ne sont pas des solutions parce qu'elles ne nous ont encore rien apporté jusque-là. Nous perdons du temps. Et ça, c'est important de le dire. Toutes ces stratégies, bien qu'elles confortent les égos des uns et des autres, ne nous permettent pas de gagner du temps. Nous sommes face à des échéances. Les élections ne peuvent plus attendre. Le social des Congolais ne peut plus attendre. La question économique doit être résolue parce qu'il faut répondre aux impératifs des Congolais. Et ces impératifs des Congolais, nous ne pouvons pas aujourd'hui les traiter sur les simples questions des égos des uns et des autres. Et ça, c'est le message du centre. Il faut arrêter la machine à perdre du temps. Se mettre autour d'une table. Se mettre autour d'une table. Nous allons aborder le chapitre loi électorale, le projet sous examen au Sénat. D'ailleurs, nous sommes mardi, le vice-premier ministre l'a même présenté, a répondu aux préoccupations des élus. Aujourd'hui, parlons du seuil. Est-ce que, avec le seuil placé à 1% par la Chambre basse du Parlement, le centre ou liberté ne va pas disparaître? Non, nullement. C'est à peu près 400 millions au cas où il y avait 40 millions d'électeurs ou en haut des votes de suffrages exprimés. Donc il y a 400 000. Vous savez, nous avons toujours eu l'avantage d'avoir été en avance sur notre temps. Lorsque nous avions fait Liberté, lorsque nous avions travaillé sur Liberté, nous avions compris très tôt qu'il était nécessaire pour nous de pouvoir construire un plus grand ensemble, afin de pouvoir fédérer les énergies et les intelligences qui ont les mêmes objectifs que nous. Liberté, aujourd'hui, est membre d'une plateforme que nous appelons le Centre, qui est une famille politique que nous voulons imposer. Et combien de partis exactement? Nous avons à peu près 15 partis aujourd'hui. Des partis qui n'ont pas pignon sur rue. Ah bon? Qui vous le dit? Prenons par exemple, c'est un exemple, hein, le parti du pasteur Daniel Ngoyi-Mulunda. Vous le connaissez? Vous connaissez qui son nom? sont les Congolais qui connaissent ce parti? Son parti s'appelle EDG, et je peux vous assurer que EDG a un siège ici à Kinshasa. EDG est installé partout dans la République. EDG aujourd'hui est installé fortement au niveau du Katanga. Donc attendez, informez-vous. Joseph Bangakia, oui. Son parti. Vous ne le connaissez peut-être pas, son parti s'appelle Énergie. Donc, il a également un siège ici, il a également un siège en province orientale et il a quelques sièges. Donc, vous aurez du mal à atteindre les 400 000, hein, donc vous devez disparaître. Non, vous savez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que la logique aujourd'hui de l'avenir de la politique ne se fera plus au niveau des partis politiques, mais au niveau des rassemblements.
Et ça, je pense que c'est un avantage, un des avantages même de la loi électorale, c'est qu'elle pousse à ce fait-là. Aujourd'hui, il faut comprendre la politique autrement. Rassembler, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir avoir la capacité de réunir des gens qui ne sont pas logiquement dans votre bord politique ou qui ne sont pas directement dans votre bord idéologique ou quoi que ce soit. Mais c'est de fédérer et d'arriver à convaincre les uns et les autres autour d'un programme de gouvernement. Et c'est ce que le centre est en train de faire. Au travers du centrisme, nous voulons aujourd'hui construire un programme de gouvernement qui fédère, pas simplement au niveau des hommes ou des individus. Parce qu'il faut oublier, une des grandes faiblesses des partis politiques, c'est que les partis politiques sont toujours abandonnés un peu à une tyrannie de leur président, où le président est Dieu le Père, ce qu'il dit est fait. Mais au niveau des grands rassemblements politiques, vous avez un meilleur rééquilibrage du pouvoir même, parce que simplement vous avez XY, vous avez un devoir d'association, vous avez un devoir de collégialité qui vous permet ainsi de pouvoir agir non pas comme des individus, mais comme un groupe qui travaille avec une idéologie forte et pour un but commun. Et c'est ça le centre. Et c'est l'innovation que nous sommes en train d'apporter. Je crois qu'avec cette loi électorale, beaucoup sont obligés de s'associer parce qu'il faut mettre fin. Vous avez 200 partis à l'Assemblée nationale, vous avez près de 700 partis enregistrés en RDC. Il faut aujourd'hui se regarder dans les yeux et dire cela n'est pas très efficient. Il faut recourir à des solutions plus grandes. Donc vous insurgez en faux contre tous ceux-là qui souhaitent la suppression pure et simple du seuil de représentativité. Nous pensons que le seuil de représentativité a un avantage que nous défendons, que nous pensons être nécessaire aussi pour rendre plus mûre aussi notre démocratie et la rendre plus efficace aussi. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui nous abandonner simplement à des stéréotypes ou à des peurs inutiles. Nous disons qu'il est nécessaire aujourd'hui d'imposer un seuil qui pourrait ainsi permettre à ce que nous puissions voir l'éclosion. Vous être votre bête noire, ce seuil-là, donc. Nullement. Pourquoi êtes-vous aussi pessimiste? Nous ne le sommes pas nous-mêmes. Nous sommes à une année des élections. Est-ce que vous aurez le temps, le centre aura le temps de s'implanter partout, de convaincre les gens? Mais c'est l'effort, et c'est l'effort que nous sommes en train de faire. C'est l'effort que chaque jour pour lequel nous sommes en train de militer. C'est de convaincre un maximum de Congolais de pouvoir rejoindre le centre. Nous sommes en train aujourd'hui de lancer cet appel. Parce que c'est quoi le centre? C'est un grand projet politique. C'est un projet qui n'est pas aujourd'hui l'apanage d'un groupe d'individus ou d'une petite clique. Non, nous sommes aujourd'hui en train d'ouvrir l'espace politique à une association qui ne serait pas basée sur des individus, mais sur un programme de gouvernement, un programme de gestion de la cité. Et nous appelons ainsi, au travers de votre émission, tous les Congolais, toutes les Congolaises qui veulent rejoindre un mouvement politique qui serait d'avenir, un mouvement politique qui permettrait ainsi l'éclosion de nouveaux talents, l'éclosion de nouvelles idées, de nouvelles intelligences, à nous rejoindre, parce que le centre est ainsi cette opportunité qui nous apportera le changement que nous attendons tous dans ce pays. Le centre. Il y a une question, si j'ouvre une parenthèse, il y a une certaine opinion qui pense que le centre n'est pas constitutionnel. La Constitution ne reconnaît pas le centrisme en RDC. Il y a la majorité, il y a l'opposition. D'ailleurs, il y a une loi portant statut de l'opposition. Il n'y a pas de loi portant statut du centre. Bon, vous savez, on dit toujours que le politique précède le droit. Et cela est naturel dans le sens où, dans une certaine mesure, la Constitution qui le dispose n'avait pas connu l'énergie que nous avons aujourd'hui pour imposer ce centre. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous allons imposer ce centre. Donc, vous existez quand bien même que vous n'êtes pas constitutionnel. Nous existons et nous allons imposer notre existence parce que nous nous rappellerons d'heureuse mémoire le travail qu'a fait les 13 parlementaires pour imposer un parti d'opposition en RDC en 82 alors que l'opposition n'était même pas reconnue dans la Constitution de 67. C'était un effort. Ils y ont donné de leur sueur, ils ont donné de leur sang. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, on a une majorité, nous avons une opposition. L'adversité ne nous fait pas peur. Parce que simplement, nous croyons en ce que nous sommes en train de faire. Et nous croyons qu'il faut aujourd'hui en RDC, après avoir vu la démocratie telle que gérée par la majorité de l'opposition, qu'il soit nécessaire de pouvoir avoir un centre d'équilibre, un centre de raison et de synthèse qui permettrait ainsi à ce que nous puissions avoir des gouvernements plus forts et des gouvernements plus efficaces dans leur action. Et nous ne tergiversons pas. Vous ne pensez pas que vos adversaires risquent ils risquent de s'appuyer sur cette thèse
ou cette hypothèse pour vous écarter de la course? Nullement. Est-ce que cela a empêché Tshisekedi, Kyungwa Koumanza et leurs frères aujourd'hui d'imposer la démocratie avec l'éveil que nous avons eu en 90? Non. Aujourd'hui, ne récoltons-nous pas les fruits de ces efforts et de cette témérité face à l'histoire? Non, nous n'avons pas peur. Nous croyons en ce que nous faisons, nous nous en donnons les moyens avec force et conviction. Je vous assure que dans 5 ans, vous et moi, nous serons certainement encore sur votre plateau de télé et nous vous dirons quels ont été les exploits que le centre a réussi à faire. Liberté, c'est un nouveau parti politique. Le centre, c'est un nouveau regroupement. Je me dis que vous n'avez pas encore de moyens pour s'engager dans une compétition électorale. Avec les $1000 pour un siège visé au niveau du législatif national, ce n'est pas une façon aussi de vous asphyxier? Nous le regrettons parce que nous pensons qu'évidemment, il faudrait aujourd'hui avoir des mesures d'atténuation. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte de la réalité congolaise. La réalité congolaise, elle ne se définit pas par rapport à Kinshasa, par rapport aux villes huppées de Matadi, de Lumbashi, ainsi de suite. Mais il faut penser au Congo profond. Il faut penser à ces Congolais qui ont le droit également de se choisir leur candidat et de ces Congolais qui ont le droit également de se porter candidat. Donc aujourd'hui, nous pensons évidemment que cette disposition serait une cause qui freinerait plusieurs candidatures qui seraient légitimes au niveau des bases. Et c'est un travail maintenant, c'est vrai que la loi est encore au niveau de la commission du Sénat aujourd'hui. Il faudrait poser ces questions et il faudrait voir comment atténuer ce genre de mesures pour ne pas exclure du jeu politique un grand nombre de Congolais qui auront la légitimité de se présenter, mais qui peut-être n'auront pas les moyens pour pouvoir se présenter au sein des grands ensembles que nous souhaitons. Bon, maintenant, par rapport à nous, par rapport au centre, nous nous préparons. Nous n'allons pas à l'aventure dans ces élections. Nous avons mesuré tout cela. Il est vrai que cette donne, elle est nouvelle. Nous nous battrons parce qu'il faut faire vivre des idées. Et nous serons dans chacune des circonscriptions électorales afin de faire vivre nos idées et de rencontrer ainsi les Congolais qui partagent les mêmes idées. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le cautionnement, mais comment faire alors pour décourager les candidatures fantaisistes? Comme en 2011, il y a eu plus de 18 500 candidatures pour 500 sièges à pourvoir à l'Assemblée. Mais vous avez déjà le seuil qui est déjà un élément essentiel. Le seuil va permettre ou obliger les regroupements. Le seuil va bloquer les candidatures des indépendants. Le seuil va permettre ainsi qu'il y ait un tamisage de l'espace et même des différentes candidatures qui seront portées. C'est déjà un effort essentiel qui serait fait. Bon, maintenant, la question que vous soulevez sur les candidatures fantaisistes, vous verrez que cela sera réglé directement. Chaque Congolais qui voudrait se porter candidat devra évidemment travailler dans un grand ensemble politique pour s'assurer qu'il gagne. Donc ceux qui ne voudront pas, évidemment, comme on dit à l'UDPS, ils s'auto-excluront eux-mêmes. Donc un jeune étudiant qui vient de finir ses études, lui, qui trouve un 250 000. Bon, là, je suppose que le cautionnement a été... On rentre au cautionnement de la précédente loi, de la loi qui est encore en vigueur aujourd'hui. Donc un étudiant qui vient de finir ses études, qui attrape un 250 000, peut postuler calmement, quand même qu'il n'aura pas l'argent pour battre campagne? Non, c'est un problème, parce que déjà la loi le dit, un jeune étudiant, il faudrait quand même avoir un minimum d'expérience professionnelle pour pouvoir prétendre être candidat. Il ne faut pas oublier, on n'est pas candidat à la commune, on n'est pas candidat, je ne sais pas, provincial. Là, on parle d'abord au niveau national. Donc il s'agit de l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas aujourd'hui le sanctuaire d'aventure, non, c'est le sanctuaire de l'avenir de toute une nation. Donc il faille qu'il y ait, bien évidemment, un tamisage qui permettrait... Selon vous, ce tamisage doit être basé sur quoi? C'est ça le problème, parce qu'on a aussi des représentations nationales de qualité. Tout à fait. Mais c'est ce que la loi le dit. Il y a les dispositions notamment sur le profil des candidats qui doivent être prises en compte. Il y a, quand je parle de profil, l'expérience, les diplômes, ainsi de suite, qui doivent être prises en compte. Il y a aujourd'hui le seuil qui est aussi un autre élément et la caution aussi qui est un autre élément. Donc je pense qu'essentiellement ce serait ça qui seraient les bonnes limites qui permettraient à ce que nous ayons des candidatures de qualité. Parce que nous voulons avoir des candidats de qualité. On ne veut pas avoir des candidats qui dorment et qui passent toute la législature à ne faire que lever les mains et les faire descendre. Exact. Donc il faut aujourd'hui revoir cela. Nous méritons d'avoir une Assemblée nationale d'hommes compétents,
d'hommes et de femmes, bien évidemment, qui aient la compétence de façon naturelle et que ce ne soient pas des personnes qui, par opportunisme politique, se présentent simplement parce qu'ils en ont eu l'opportunité, parce qu'ils ont été chefs de village chez eux, et puis voilà, ils sont candidats, ils viennent à Kinshasa, ils passent le clair de leur temps à Matungé, ou ainsi de suite. C'est un problème, il faut le résoudre et il ne faut pas avoir peur de dire ces choses-là. L'autre pierre d'achoppement s'appelle machine à voter. Au centre, ça vous fait peur, la machine à voter? Non, ça ne nous fait pas peur. On n'a pas peur de l'innovation. On a des questions à poser. Et lesquelles? Notamment sur la fiabilité de cet instrument, de savoir est-ce que cet instrument-là nous permettrait, nous rassurer qu'il n'y ait pas des contestations encore plus grandes que celles que nous avions connues en 2011 et pire encore de 2006. Donc il est nécessaire pour nous d'évoquer ces questions. Nous avions écrit déjà et nous sommes en train d'attendre de la CENI d'avoir cette séance pédagogique pour mieux comprendre cet outil et de voir quels sont les points forts et quels sont les points faibles. Et c'est par rapport à cela que nous ferons une communication efficace par rapport à ça. J'imagine le centre, vous avez de la chance, hein. Vous avez quelqu'un qui a géré la centrale électorale pendant 2 ans lors des dernières élections. Est-ce qu'il vous donne des stratégies pour avancer, M. Daniel Ngoï Mulumba, le pasteur? Je ne viendrai pas parler de nos stratégies internes ici. Non, est-ce qu'il vous donne des stratégies, non? C'est un élément de qualité. Le pasteur Ngoï Mulumba, qui est président du conseil permanent, est un des éléments indissociables à la bonne préparation de ces élections pour le centre. Donc nous gagnons de par son expertise. Donc maintenant, si vous me posez des questions... Est-ce que votre réputation n'est pas entachée là? Parce que les gens disent que c'est à cause de lui que tout cela arrive. Ce sont des procès d'intention. Je pense qu'il faut aujourd'hui, il est membre du centre, oui. Directement votre image. Mais vous savez que le centre, c'est quoi? Le centre, c'est une capacité d'attraction. Il faut arriver à attirer vers vous. Il faut arriver à les prendre au niveau de l'opposition. Il faut les prendre au niveau de la majorité. C'est ça le centrisme. Il faut les prendre au niveau de la société civile. Parce que vous êtes le centre. Vous ne pouvez pas être un centre monocolore pour dire que vous n'avez que des membres issus de l'opposition ni de la majorité. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir des hommes d'expérience et d'expertise comme Daniel Ngoï Mulumba. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir des femmes de valeur comme maman Micheline Mbi, qui a été questeur adjointe de la CENI. Nous sommes fiers d'avoir des gens comme l'honorable Germain Kambinga, qui était au MLC, qui est député national, qui est président d'un parti, qui a l'expertise également à apporter, et tant d'autres. Donc le centre n'est pas dans une démarche de complexe. Nous ne nous complexons pas. Nous n'avons pas honte de nos membres. Nous en sommes fiers parce que chacun d'entre eux nous apporte une valeur ajoutée dans le combat qui est le nôtre. Et nous espérons en prendre tant d'autres. À la majorité, il y a beaucoup qui certainement sont en train d'attendre qu'on ouvre les portes pour qu'ils viennent. Nous les prendrons. Évidemment, nous allons faire un tri parce que c'est quand même important. Oui, Monsieur Elo, on dit du centre que c'est une poubelle hein, qui récupère les exclus, les déçus, tout ça. Parce que la plupart, ce sont des exclus, les déçus de la majorité de l'opposition qui viennent se retrouver au centre. Ben non, ça dépend de l'angle de perception, de votre angle de perception. Chantal Billet, il est déçu, il a quitté la CENI. Au lieu de retourner au MLC, il se retrouve avec vous. Je peux citer beaucoup de gens. Elle est présidente d'un parti politique. On les connaissait avec Baende et aujourd'hui, déçu, il se retrouve au centre. Non, il ne faudrait pas aujourd'hui avoir... Voilà pourquoi je parle de l'angle de perception. Pour vous, être déçu, être exclu, ça veut dire quoi? C'est de sortir du pouvoir. C'est de rester à l'extérieur. Non. Pourquoi est-ce qu'on a toujours une analyse un peu réducteur de la politique? Une analyse comme ça un peu... Et quelle est la bonne analyse? La bonne analyse, c'est que les Congolais ont le droit de s'associer. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'aujourd'hui il y a une crise qui menace les fondements même de notre République, les fondements même de notre démocratie, il faut avoir le courage de pouvoir s'associer. Il faut avoir le courage de repenser les choses. Il faut avoir le courage de proposer. Le centre est une proposition des Congolais et des Congolaises. Ils se sont associés, mais il n'y a pas qu'eux. Il y a des milliers de Congolais qui sont avec eux. Il y a un comité, des personnes comme moi, comme tant d'autres qui se sont associés sur cette démarche. Ce n'est pas aujourd'hui un accompagnement que nous sommes en train de faire au niveau du centre d'individus X ou Y, mais aujourd'hui c'est une conjonction d'intelligence, c'est une conjonction d'énergie d'un ensemble
ensemble politique qui veut réellement révolutionner les choses dans ce pays. Et nous avons au moins cette prétention-là. Maintenant, si on veut nous amener sur des individualités, chacun a son parcours, chacun aujourd'hui a le passé qui est le sien, il les assume très pleinement. C'est des personnes pour qui j'ai beaucoup d'admiration, avec qui j'apprécie le combat politique. Évidemment, il y a beaucoup de mérite dans l'homme. C'est d'abord un pasteur, vous l'avez dit, et en plus, c'est un homme d'État qui a su servir son pays dans les moments les plus difficiles. Bon, une petite parenthèse là. Est-ce que vous avez dit, parce que vous connaissez qu'il y a une polémique après les élections de 2011, qui avait gagné les élections? Il y a Tshisekedi, paix à son âme, qui brandissait sa victoire. Il y a le président Kabila qui a été proclamé. Est-ce que vous avez déjà dit réellement qui était élu? Ben, comme vous et moi, nous l'avions suivi. Est-ce qu'il a déjà évoqué ça pendant vos réunions? Il avait dit que c'était le président Kabila qui avait gagné. Donc, il n'avait pas menti. Je ne sais pas si vous avez une autre information. Mais moi, l'information officielle que j'ai, c'est celle-là, et ça n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Je le côtoie chaque jour, et je peux vous assurer qu'il ne s'est jamais dédié. Il est resté sur ses propos, il est resté sur les résultats du travail qu'il a accompli pour la nation, et il en est fier. Donc maintenant, aujourd'hui, si chacun vient avec ses élucubrations pour dire nous sommes, nous, en train de croire que c'est X ou Y, bon, écoutez, nous sommes 80 millions de Congolais, donc chacun vive de ses réalités. Il y a cela quelques jours, les casques bleus tanzaniens ont été victimes d'une attaque des présumés à Defnalu. Vous, en tant que centre, quand vous avez eu cette information, quelle a été votre réaction? Beaucoup de consternation, parce que il s'agit quand même de vies fauchées, de frères africains qui ont donné leur vie pour sécuriser notre pays, l'Est de notre pays. Donc cette information nous touche en plein cœur, et nous avions fait, et certainement sera mis en annonce aujourd'hui, le communiqué du centre à cet effet-là. Nous sommes aujourd'hui en train d'appeler un éveil de conscience afin que la question de l'Est, la question de la sécurité des Congolais soit traitée urgemment, à la fois au niveau de la table ronde que nous sommes en train de souhaiter, mais surtout aujourd'hui comme étant une prise de conscience du travail qui doit être fait, parce qu'il y a trop de morts. Aujourd'hui, c'est les casques bleus. Hier, c'était encore Béni. C'est grave, aujourd'hui, on attaque, mais ce n'est plus les FARDC qu'on attaque. Oui. C'est maintenant les casques bleus. Vous savez, l'horreur n'a plus de visage aujourd'hui. Aujourd'hui, on pleure, on a pleuré hier Béni, on a pleuré plusieurs autres zones de conflit. Il faut que ça s'arrête. Il faut mettre fin à cela. Les casques bleus sont des éléments qui sont envoyés notamment pour restaurer la paix. Nous sommes tristes d'apprendre qu'ils ont été ainsi fauchés dans le service qu'ils donnent à notre pays, et nous avons une pensée pieuse aux familles qui ont perdu les leurs, et nous appelons ainsi la classe politique congolaise. Vous pensez aussi à un complot comme d'autres Congolais? Parce que les Tanzaniens, ce sont des militaires qui sont engagés dans la force d'intervention rapide de la MONUSCO. Aujourd'hui, si on les attaque, ce n'est pas là un message fort qu'on leur lance? Ce n'est pas un complot de ceux qui veulent éterniser la MONUSCO dans l'Est du pays? Je n'entrerai pas dans ce débat, parce que pour moi, je vais d'abord d'un constat, c'est qu'on a perdu des vies inutilement. Et vous savez, dans les théâtres des opérations, il y a de plus valeureux Congolais ou Congolais militaires qui perdent également leur vie sur le champ de combat. Les balles ne choisissent pas votre grade ou bien votre expérience, ainsi de suite. Malheureusement, ils sont partis, comme beaucoup de nos militaires qui également sont partis sur les champs d'honneur. Il faut aujourd'hui que la nation s'interroge. Jusqu'à quand est-ce que nous allons accepter qu'il y ait des groupes armés qui prospèrent à l'est de notre pays, qui déstabilisent nos populations, qui tuent, qui violent? Il faut que ça s'arrête. Allons dans une analyse plus globale. Ne cherchons pas les petites chicanes. Il faut aujourd'hui avoir la capacité de se regarder dans un miroir et voir ce qui ne va pas. Il faut coordonner avec les forces de la MONUSCO qui sont ici sur place, coordonner les meilleurs efforts afin de stopper ces groupes armés qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà identifiés. On a vu sur Internet une liste nominative de ces groupes-là. Donc logiquement, un effort coordonné entre un gouvernement fort et la MONUSCO nous permettrait réellement d'éradiquer ce phénomène qui a trop traîné et qui a trop endeuillé les territoires congolais. C'est ça votre dernier mot, monsieur Tony Elo? Je vous dirai merci. Je lancerai ainsi un appel à la réunion de toutes les intelligences, de tous ceux qui veulent réellement rejoindre le centre. C'est un appel. La nation est en danger. Il faut que nous nous associons au travers d'idées qui dépassent les hommes, qui dépassent les conjonctures politiques. Et c'est ça le projet que nous avons au niveau du centre. Et nous appelons tous les Congolais qui ne sont ni de la majorité ni de l'opposition, qui refusent ce statu quo
cet antagonisme de pouvoir nous rejoindre, parce que plus forts nous serons, simplement grâce à cette union. La marche a été annulée. Vous prévoyez d'autres activités du genre dans un avenir proche? Très bientôt, nous allons vous communiquer par rapport aux prochaines activités que nous sommes en train de faire. Nous sommes à ce stade encore au niveau de l'installation de différentes antennes et différents directoires au niveau de nos provinces. Le travail est en continu, mais sur les grandes villes, nous allons annoncer déjà à partir du courant fin décembre, vous serez tenus informés des prochaines grandes activités du centre. Tony Eleo, secrétaire général adjoint de Liberté qui est un parti membre du centre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je suis commissaire national en charge de la communication du centre. Ok, merci beaucoup. Monsieur le commissaire national du centre, chargé de la communication. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission qui va passer en rediffusion demain, mercredi à 7h15. Au revoir.